Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Bonjour, bon mardi. Mon nom est Marie-Josée Demers et je vous souhaite la bienvenue officiellement à ce premier webinaire de la série Midi Snack de cette année, présenté par le RTCBQ. Le RTCBQ, c'est quoi? C'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale, en fait, qui unit les forces de ses 17 membres à travers le Québec pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Cette série de webinaires Midi Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché institutionnel québécois. Alors, les petits rappels d'usage avant de débuter avec nos invités. D'abord, notez que les webinaires de la série Midi Snack sont enregistrés pour en faire bénéficier un maximum de personnes et seront disponibles sur notre site web rtcbq.com dans la section webinaire de l'onglet commercialisation pour une écoute en rediffusion. Pour vos questions, nous vous demandons d'utiliser la section Q&R. Les questions seront répondues à la fin du webinaire. Aujourd'hui, vous découvrirez les coûts et les rôles sur le marché institutionnel avec notre expert invité, M. Christian Perrier, d'Accord Courtier, ainsi que de notre entreprise invitée, Délice Dantan, qui est actuellement en processus d'étude de leurs coûts. Ce webinaire vous offrira donc une compréhension approfondie de la structure des coûts et des responsabilités des divers acteurs du secteur alimentaire. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Christian Perrier, associé chez Accord Courtier. À vous, M. Perrier. Il faudra désactiver votre micro, Christian. Désolé. Alors, je recommence. Merci de nous donner l'opportunité aujourd'hui d'être présent ici à votre activité. De deux, bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom est Christian Perrier. Je suis un des propriétaires fondateurs d'Accord Courtier. Quand on m'a demandé de faire, évidemment, de participer à cet événement-là, évidemment, il y avait des questions très précises dans les interrogations et l'information véhiculée. Alors, je vais essayer de le faire le plus clairement possible. Évidemment, cette présentation-là va être beaucoup plus large, très macro, non pas micro. Mais dans l'ensemble, s'il y a des questions, évidemment, à la fin de la présentation, pas vous gêner et on va essayer d'y répondre le plus clairement possible. En premier lieu, évidemment, dans l'introduction de la présentation d'une marque au HRI, il y a quand même des joueurs, des acteurs importants qu'il ne faut pas bien intérieur de ça. Évidemment, le rôle du fournisseur, le producteur. Moi, je dis tout le temps aux gens, quand on les rencontre, lorsqu'on a un projet d'emmener une marque au service alimentaire, évidemment, ce qu'on s'assure à l'intérieur de ça, évidemment, c'est la volonté du fournisseur de vouloir s'investir à développer cette marque-là. Quand on a ces discussions-là, normalement, c'est déjà très clair dans l'analyse et la réflexion du fournisseur. Mais quand même, c'est important parce que c'est quand même une approche qui est un peu différente je dirais de l'approche du détail par rapport à HRI. C'est une nature de business qui est différente. Alors, on veut s'assurer évidemment qu'à l'intérieur de ça, ça soit clair dans l'approche. Il y a un investissement à l'intérieur de ça aussi quand on amène une marque au HRI. Vous le savez au détail, pour ceux qui sont déjà au détail, que c'est des coûts onéreux. Il y a quand même aussi des coûts au service alimentaire que je vais vous un peu plus partager avec les prochaines présentations. La capacité au niveau du fournisseur est importante parce que demain matin, si on s'en va dans un projet, bien évidemment, de s'assurer de ça, si dans le projet, évidemment, d'introduire cette marque-là, qui a évidemment une réponse importante, mais au niveau des opérations, les capacités sont capables de suivre. Et flexibilité aussi, ça demande souvent de s'ajuster. On a souvent dans le projet de départ une orientation en termes d'approche produit. Cette approche-là peut changer selon les discussions avec certains de nos acteurs au HRI. Alors, il faut quand même s'assurer au niveau des opérations qu'il y a une flexibilité. Aussi, je vous dirais, le dernier, c'est la patience. Alors, je dis tout le temps que c'est la théorie du petit pas au service alimentaire parce que, évidemment, le détail n'est pas plus facile, mais lorsqu'on réussit, évidemment, à avoir des engagements et partenariats au détail, souvent, évidemment, les commandes de départ sont beaucoup plus importantes, tandis qu'au HRI, évidemment, ça se fait évidemment de façon très progressive. Alors, il faut être patient. Rôle du courtier, pas compliqué, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand on va chercher un courtier au service alimentaire, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est son expertise. Alors, c'est évidemment votre guide à l'intérieur de ça, où on partage ensemble nos visions d'approche
pour commercialiser une marque. Et surtout, c'est son réseautage. Alors, c'est ses contacts. Alors, hyper important. Le rôle du distributeur aussi à l'intérieur de ça, parce que votre mandat premier, au-delà d'emmener une marque de commerce au service alimentaire, c'est évidemment de développer évidemment ce réseau-là. Alors, d'avoir des camions pour livrer vos caisses et des jambes. Alors, est important d'ouvrir le rôle, évidemment, le réseau de distribution. Et j'ai indiqué les médias sociaux parce que beaucoup, encore de plus en plus, avec toute la nouvelle technologie, les nouvelles générations, alors il faut davantage, évidemment, amener cette visibilité-là quand on va emmener une marque. Alors, de s'investir au niveau des médias sociaux, c'est hyper important. Prochaine acétate. Évidemment, secteur porteur du HRI, il y a 5 secteurs porteurs importants qui touchent évidemment l'avenue d'une marque et de le positionner dans la HRI. Je vous en ai parlé tantôt, la distribution, hyper important. Il y a environ 70 distributeurs importants à travers le Québec, dont plusieurs majeurs. Alors, il faut s'assurer, évidemment, au niveau de ce réseau-là, d'être présent pour développer notre marque. Il y a tout ce qui est la chaîne de restauration, alors que ce soit pour les nommer, là, les MTY, les Foodtastic, Saint-Hubert, ainsi de suite. Alors, hyper important parce qu'on se sert de ces joueurs importants-là pour forcer notre distribution à travailler avec nous, et je vais en parler un peu plus loin. Tout ce segment industriel, vous êtes comme fournisseur des industriels. Alors, ça reste quand même que pour certains joueurs, fournisseurs, il peut y avoir un segment important à développer à travers ce segment-là. La restauration indépendante, alors si on veut créer l'offre et la demande, il faut aussi aller voir au niveau de la restauration, solliciter ces gens-là, leur présenter la valeur ajoutée, les avantages caractéristiques pour amener les demandes au niveau du réseau de distribution pour forcer le distributeur à travailler avec nous. Et le secteur santé, qui est un secteur aussi très porteur, où évidemment, il va être davantage grandissant par tout ce que vous savez au niveau évidemment de la volonté du gouvernement a davantage, je vous dirais, supporter évidemment les fournisseurs québécois et évidemment faire du lobbying à travers chacun des acteurs de ce secteur-là à encourager les fournisseurs québécois. Alors, ça fait partie des marchés cibles lorsqu'on amène notre marque au niveau du HRI. Prochaine structure de prix, ce que je dois prendre en considération, puis c'est hyper important parce que c'est souvent, je vous dirais, une partie de l'approche qui est un peu moins claire pour le fournisseur. Qu'est-ce que je dois inclure dans ma structure de prix, que je dois prendre en considération pour ne pas avoir une mauvaise surprise? La première, évidemment, c'est pas par ordre de priorité, mais évidemment, c'est de prendre en considération si on doit livrer à nos clients. Normalement, ce qu'on recommande, c'est évidemment des structures de prix qui sont FOB Province de Québec. Alors, ça inclut autant pour Montréal, Québec et alentours que dans notre structure de prix, nos coûts de livraison, ils sont présents. Plusieurs de nos distributeurs veulent être livrés, ne veulent pas aller ramasser la marchandise. Alors, il est hyper important dans notre structure de prix, évidemment, de considérer les coûts de transport. À ceci, évidemment, on va relier des minimums de livraison pour évidemment nous aider dans la rentabilité en arrière. C'est un des exercices qu'on fait avec les fournisseurs, d'aller évaluer quel serait le minimum de livraison pour pouvoir couvrir nos frais de transport. En termes de paiement, dans l'industrie du service alimentaire, plusieurs fournisseurs et évidemment au niveau des distributeurs aussi vont exiger des termes de paiement. En général, je vous dirais, ça joue à peu près entre 1% du jour, net 30 jours. Des gens sont à net 30 jours, dans d'autres, net 15 jours. Mais il est important de figurer qu'on doit quand même mettre des termes de paiement à l'intérieur de notre structure de prix. Programme de distribution. Au service alimentaire, par rapport au détail, il y a des programmes de distribution qui sont négociés avec chacun des distributeurs. Sur quoi ils se basent normalement, je vous dirais, c'est sur la façon que la catégorie et il y a la rentabilité au niveau de la catégorie. Alors, ils vont aller regarder en arrière de la catégorie dans l'offre qu'on a, où on se situe et quelles sont la moyenne des programmes donnés en arrière. Pourquoi on donne des programmes chez un distributeur? Est-ce que c'est une obligation? Dans certains cas, c'est une nécessité si on veut faire affaire avec le distributeur. Et le pourquoi, ces programmes-là sont utilisés par le distributeur pour deux choses. La première, pour nous donner accès aux différentes activités qu'ils font. Exemple, des circulaires. Exemple, une approche et une ouverture à pouvoir avoir des présentations avec leur force de vente. Les salons de vente.
Alors, et toutes autres sortes d'activités où le distributeur nous dit, parfait, monsieur le fournisseur, vous me donnez une certaine allocation, que ce soit en montant fixe, soit en pourcentage sur les ventes, basé sur les ventes. Moi, en contrepartie, le distributeur, je vais vous donner accès à mon réseau d'activités. Alors, c'est ce qui fait que dans l'ensemble, si on veut avoir l'accessibilité à ces différentes activités-là, on n'a pas le choix. Pour vous donner un exemple, en général, dans le surgelé, on parle souvent d'entre 5 et 10 reliés aux ventes. Dans le sec, on y va des fois en moyenne un peu plus à 6 ou 7, dépendamment évidemment des catégories, de l'importance des catégories. Alors, ces différents revenus-là que le distributeur a, bien évidemment, vous donnent le bénéfice d'utiliser ces activités. Rabais promotion, aussi, si on utilise la formule de circulaire pour aller chercher de la visibilité, souvent le distributeur va vous demander si c'est possible d'appliquer un rabais. Ça aussi, on va vous guider à l'intérieur de ça pour évidemment que ça soit inclus dans votre structure de prix. Pourquoi il va y avoir un rabais? C'est que souvent, quand il va être en période de circulaire auprès de ses clients, il va baisser sa marge de distribution. C'est-à-dire que si normalement, il prend une marge de 10-15 et probablement dans les circulaires, il va aller à du 10, à du 12. Alors, il va être plus agressif pour avoir une structure de prix plus intéressante et en contrepartie, il va essayer de pallier avec un certain rabais que vous allez lui donner comme allocation à la caisse. Prochaine. Pour le distributeur, ben, pourcentage de distribution puis programme. Je vous en ai parlé tantôt. Pourcentage de distribution, c'est vraiment, évidemment, à la discrétion du distributeur. C'est-à-dire que si vous demain matin, on se bâtit une liste de prix distributeur, c'est-à-dire le matin, si je prends mon produit dans votre entrepôt et je livre si j'ai un distributeur X, lui, lorsqu'il le reçoit, il reprend une marge de distribution quand il livre chez son client. Dans les produits secs, en général, le distributeur va se prendre une marge entre, je vous dirais, entre 10 et 15 %. Dans le surgelé, entre 15 et 20. Et c'est très général, ça peut aller de client à client selon l'importance du client et le volume d'achat du client chez le distributeur. Alors, ça reste à cette discrétion, mais c'est lui quand même qui dicte la marge de distribution à prendre. Les programmes, j'en ai parlé tantôt. Pourquoi je leur spécifie là? Les programmes qu'on donne aux distributeurs ne sont pas applicables dans la marge de distribution. Je m'explique. Le matin, si on donne 5 % de programme au distributeur, il ne va pas l'appliquer dans sa structure de prix pour baisser ses prix, pour avoir un prix plus agressif avec le client. C'est complètement deux choses différentes. Les programmes, je l'ai fait mention tantôt, c'est pour vraiment avoir accès aux activités distributeurs, le pourcentage de distribution, c'est-à-dire combien ça coûte au distributeur pour livrer du point A au point B chez le client, ça lui appartient. C'est à lui de définir à quelle marge il va évidemment attribuer son pourcentage. Budget de marketing, c'est vraiment lié à ce que je vous ai expliqué tantôt au niveau des programmes. Alors, à ce niveau-là, lorsqu'on établit un pourcentage de programme chez le distributeur, c'est tout le temps relié au résultat des ventes. Alors, si on vend pour 50 000 ou 100 000 fois 10 % des programmes ou 5 %, alors ce montant-là est alloué, comme j'ai fait mention, pour évidemment faire des activités en arrière distributeur et avoir accès à tout son réseau au niveau, évidemment, de mise en marché. Véhicule d'activité, encore une fois, important, bien évidemment, pour le distributeur, c'est ses salons de vente, probablement le plus important, où évidemment, il va aller inviter une panoplie de clients. Et à ce salon-là, c'est souvent des salons de vente où on a l'opportunité, nous, fournisseurs et courtiers, d'aller présenter, évidemment, les marques de commerce, les produits, et évidemment, solliciter nos clients à travers des approches d'innovation pour évidemment forcer le client, entre guillemets, l'influencer à acheter nos produits. L'autre véhicule, évidemment, je vous en ai parlé, c'est circulaire, où on peut aller dans des périodes données annoncer nos produits en circulaire. Alors, ça donne de l'information auprès du client sur la visibilité de nos marques, sur la disponibilité de nos produits à travers le distributeur. Ça donne aussi de l'information aux équipes de vente de distributeurs parce qu'eux travaillent en arrière du circulaire pour évidemment maximiser les ventes. Alors, s'ils voient vos marques de commerce dans le circulaire, bien, quelque part, c'est un rappel auprès des vendeurs, de distributeurs de ne pas nous oublier. Et évidemment, tout ce qui est le reste dans les activités, qui est ce qu'on appelle de la synergie à travers les équipes de vente, des work with, où on peut être travailler avec la force de vente sur la route,
travailler avec nos produits. Alors, ça donne le privilège aux vendeurs de distributeurs, d'avoir de la formation sur le produit. Évidemment, c'est formateur. Deuxièmement, évidemment, on va cibler des clients, je vous dirais, d'intérêt. Alors, ce qui fait avec le vendeur, évidemment, de mieux comprendre quel secteur qu'on vise au niveau du développement client. Alors, tout ceci, évidemment, c'est lié à travers les activités distribution. Ce qui est reflété au client dans le prix, je vous l'expliquais tantôt, c'est la marge de distribution, pas les programmes. Alors, hyper important de ne pas, évidemment, avoir une ambiguïté, parce que souvent, le fournisseur, quand il débute un chariot, dit « Pourquoi je donne des programmes? Parce qu'il baisse ses prix. » Pas du tout. Alors, et le prix, évidemment, reflété auprès du client, on ne le dicte pas, c'est le distributeur qui décide à quel prix il va le vendre. Alors, évidemment, de notre prix distributeur, en général, comme j'ai fait mention tantôt, le prix est augmenté entre 15 et 20 pour couvrir la marge de distribution. Et les exigences pour la mise en liste de produits, ça, c'est bien important. Et on l'explique tout le temps, évidemment, au niveau des fournisseurs, surtout les nouveaux fournisseurs. Ça ne veut pas dire que demain matin, parce qu'on a des contacts dans le réseau de distribution, que le distributeur va ouvrir, évidemment, une nouvelle marque de commerce. Alors, quand on s'assied avec le distributeur, avant même de s'asseoir avec eux, ce qu'on fait, on fait une stratégie ensemble entre, évidemment, le courtier et le fournisseur, où on va aller créer l'offre et la demande dans le marché. Et je m'explique, c'est-à-dire que demain matin, on va prendre, évidemment, la liste de prix qu'on va avoir. On va, à l'intérieur de ça, se mettre une stratégie de prix publiée, c'est-à-dire qu'on va aller voir le client, on va dire, Monsieur le client, voici, je vous présente tel type de produit. Et évidemment, on aimerait effectivement ramasser évidemment des commandes à l'intérieur de ça. Alors, on va forcer un peu le client, entre guillemets, lors de la présentation des produits, à l'amener à placer une commande. Et on prend cette commande-là avec une marge de distribution de 20 On n'est pas dans le réseau de distribution, mais on va aller forcer le distributeur à rouvrir parce qu'on va avoir des commandes dans nos mains. Pourquoi on fait ça? C'est bien simple, parce que souvent, quand c'est une nouvelle marque, l'acheteur, le distributeur va nous dire, écoutez, pourquoi je rouvrirais un nouveau fournisseur dans cette catégorie-là quand je n'ai pas de demande? Alors, évidemment, comme vous comprenez, avant d'aller s'asseoir avec l'acheteur, on va aller créer cette offre-là et on va aller forcer certains clients, entre guillemets, à acheter ces produits-là et on va forcer le distributeur à ouvrir, évidemment, ce fournisseur-là dans son entrepôt et on va aller établir une stratégie de développement en arrière pour, évidemment, forcer le distributeur à davantage nous supporter. Alors, ça fait partie un peu de la stratégie en arrière de tout ça pour la mise en liste. Alors, comme je vous ai fait mention tantôt, c'est tout le temps la théorie du petit pas. On va voir un client, ramasse une commande, on va voir un autre client, ramasse une commande, on va avoir des clients dans des secteurs porteurs, on ramène ça et on va dans des distributeurs ciblés à la base dans un plan d'affaires qu'on va bâtir où on va aller évidemment s'asseoir avec eux pour faire l'ouverture du fournisseur et créer ce fournisseur-là dans l'environnement du distributeur. Prochaine. L'impact financier du courtier. Ce qui est important souvent quand on veut, évidemment, on rencontre des fournisseurs puis un projet de développement de marque. Bon, c'est quoi l'impact? C'est quoi le coût en arrière du courtier qui, encore une fois, doit être reflété dans votre structure de prix vendant? Normalement, je vous dis ça de façon très générale. De façon générale, dans la marque nationale, s'il y a déjà des volumes préétablis, qui sont quand même un peu importants, bien, on voit à peu près à 5 de commission en arrière des marques nationales. Dans les marques privées, en général, c'est encore une fois, il y a des volumes importants. On y voit à 3 de marge, parce qu'évidemment, souvent dans des marques privées, c'est des dossiers qu'on va négocier de coûts nets. Et évidemment, des fois, on est beaucoup plus agressif au niveau de la marque privée pour différentes raisons, parce qu'on ramasse une portion de la catégorie avec un client ou un distributeur, ce qui nous amène évidemment un engagement dans la totalité du volume. Quand c'est des volumes établis ou en démarrage. Si c'est en démarrage, bien, ce qu'on va regarder, comme il n'y a pas de volume préétabli, évidemment, il n'y a pas de revenus, parce qu'on ne peut pas établir des pourcentages en arrière de peu de ventes ou pas de ventes. Alors là, on va établir un montant fixe selon les attentes et le mandat en arrière du plan d'affaires. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en arrière du fournisseur, lorsqu'on s'assoit, une chose hyper importante, c'est évidemment les attentes en arrière du fournisseur et la vision du fournisseur et la mission en arrière de son développement de marque pour l'année 1, 2 et 3. Quand on s'est entendu ensemble
sur, évidemment, les objectifs de vente qui doivent être initialement observables, atteignables, et évidemment, ça, hyper important. Alors, quand ça est entendu d'un côté comme de l'autre, bien évidemment, on va établir les objectifs de départ. Et en arrière de ça, évidemment, comme il n'y a pas de volume, on va aller mettre un montant fixe en arrière de ce plan d'affaires-là. Qui peut jouer, écoutez, je ne veux pas rentrer dans le détail, qui peut jouer de 1500 à 5000 $, dépendamment du mandat en arrière. Les attentes et le plan d'affaires, c'est la chose la plus importante, je le dis à tous, parce que lorsqu'on s'assoit, évidemment, on s'assoit sur toute la stratégie, l'offre de produits, évidemment, sur la mission et la mission sur laquelle l'organisation s'est dictée. Qu'on va aller refléter dans la commercialisation auprès des clients, dans quelle langue on emmène cette marque de commerce-là, dans quelle langue on va aller la positionner dans la catégorie. Alors, tout ça, évidemment, va être relié au niveau, à part de l'exclusion de l'offre, bien, ça va être sur la structure de prix. Et là, tout là, ce que je vous ai découlé, non pas de façon très micro, mais macro, tout ce qu'on doit aller incorporer en arrière de notre structure de prix pour dire, OK, dans mon prix vendant, dans mon réseau de distribution, bon, est-ce que je suis compétitif ou pas? Est-ce que, évidemment, à l'intérieur de ça, si je suis compétitif, bon, ben parfait, dans quelle langue, encore une fois, on va l'amener pour la commercialisation. Et ensuite, si on est à plus cher, ce qui n'est pas de mauvaise nouvelle non plus, comment on va aller vendre cette valeur ajoutée-là? Alors, tout ça, évidemment, doit être pris en considération quand on fait, évidemment, le démarrage et le lancement pour pas, justement, par après, lorsqu'on a tout publié dans le marché, qu'on arrive avec des surprises de non-rentabilité en arrière de la marque. Alors, c'est un peu dans les grandes lignes. Je ne sais pas si j'espère avoir au moins donné un peu une orientation générale. Comme j'ai fait mention, il va de façon beaucoup plus micro lorsqu'on fait des démarrages ou on fait des projets d'amener une marque dans la commercialisation du chéri. Alors, il va beaucoup plus en détail. Merci beaucoup, M. Perrier. C'est certain que vous avez répondu à des questions qui reviennent d'ailleurs souvent de la part des fournisseurs lorsqu'on touche à l'accès au marché institutionnel. Et j'adore que vous traissiez votre expérience en parlant d'acétate. Ah, désolé, j'ai dit assez. C'est très sympathique, très sympathique. Je vous rappelle, si vous avez des questions pour M. Perrier, je vous invite à vous rendre au haut de votre page, la section Q&R, pour les partager. Nous les adresserons à la fin de la prochaine présentation. D'ailleurs, qui arrive à l'instant avec notre invité, M. Steve Arnois, qui est PDG de Délices d'Antan dans la Naudière. Il est présent aujourd'hui pour nous témoigner de ses démarches visant à pénétrer justement le marché institutionnel. Alors, Steve, à vous. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. En fait, vous avez eu une super belle présentation de Christian. Merci Christian, c'était fort apprécié. Donc, dans le fond, on va présenter l'entreprise. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est les Beignes d'Antan. On m'a demandé, dans le fond, de venir vous présenter mon expérience que j'ai faite dans les dernières années. En fait, ça fait 20 ans qu'on est en affaires. On a commencé avec une petite boulangerie à Berthierville depuis 2003. Je ne sais pas si Marie-Josée peut aller à la prochaine slide, dans le fond, pour... je ne dis pas cette date, ce slide. Dans le fond, dans notre entreprise... Qui nous démarque, en fait, c'est qu'on est notre mission a changé avec les années parce qu'on était une petite boulangerie artisanale. Puis 80 de notre chiffre d'affaires était vraiment des beignes. Donc, on s'est vraiment positionné là, il y a plusieurs années là, pour redéfinir la mission, qui est vraiment une beignerie familiale et artisanale qui fabrique des produits au goût unique, rappeler des souvenirs d'antan. C'est ce qui est le plus important pour nous, c'est de se ramener à notre mission en tant que fabricant et fournisseur et bientôt industriel. Il ne faut pas dire ce mot-là, mais c'est ce que Christiane a évoqué tantôt, puis c'est vraiment ça. Il faut avoir cette pensée-là d'être capable de fournir dans un marché aussi grand et vaste que le marché à Chéri. Si on peut passer à la prochaine slide. Dans le fond, si je fais je n'ai parlé un petit peu tantôt, là, on est là depuis 2003. On est né à Berthierville et puis on a fait un agrandissement là, parce qu'on n'était pas capable de fournir à la demande. Donc, on a une usine depuis bientôt 2017 et puis on a commencé à avoir de plus en plus de clients quand on a développé notre réseau de distribution. On était vraiment plus axé de détail. Je ne sais pas si on peut passer à la prochaine slide. On a différentes... dans le fond, on a plusieurs clients qui nous ont approchés avec le temps pour le réseau de distribution.
à travers ça, pour nos moyens de communication, nos moyens de faire goûter le produit pour que ça se vende évidemment dans les détails, on a créé des beigneries. Vous avez sûrement vu des caravanes de beignes, une food truck qui se promènent. On a des concepts aussi, dans le fond, de beignes chauds dans un café à Magog, un bagel shop. On est dans une crèmerie aussi, puis on a fait un concept avec le marché IGA Famille Mondor à Berthier. Ensuite, je vais vous parler de nos clients, dans le fond, qu'on distribue depuis plusieurs années, en fait. On est rentré dans les Sobeys. Pour le marché de détail, c'est Sobeys, dans le fond, les marchés de tradition, des dépanneurs, Shell. Fait qu'on avait vraiment créé le produit pour nos emballages, pour le consommateur, pour le détail. Métro s'est ajouté à ça avec le Super C aussi. On a finalement aussi signé un partenariat avec les Lobla, Provigo Maxi. L'importance d'avoir des liens avec les distributeurs. Nous autres, on était distribués par mention pour tout ce qui est marché de proximité et détail. Aussi, on n'a pas négligé les dépanneurs indépendants avec le groupe Baudry qui vient desservir par en arrière aussi des places où on ne pouvait pas aller nous autres mêmes parce que c'était trop loin. Fait que l'importance de tisser des liens serrés avec les distributeurs, comme Christian l'a si bien mentionné. On a aussi été avec GFS. GFS qui est distribué dans des restos comme MTY, comme Mike's, en fait, qui est géré par la bannière MTY. Fait que là, c'est une structure qui est un petit peu plus complexe au niveau des coûts, mais quand même, il faut vraiment prendre le temps de regarder ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, comme Christian disait, là, au niveau de la chaîne, dans le fond, de distribution. C'est qu'il faut regarder le prix que ça coûte quand ils viennent chercher les produits à notre boulangerie, à notre usine, qui l'amènent, puis ensuite de ça, le faire distribuer dans leurs clients à eux. Donc, c'est vraiment important au niveau de la chaîne de prix de considérer tout ça. Et évidemment, nous, dans notre cas, c'est du congelé. Dans d'autres, c'est réfrigéré. Dans d'autres cas, c'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas pour l'ensemble des produits et des clients et des distributeurs, dépendamment des volumes d'achat. Fait que c'est, comme Christian disait, c'est vraiment un pourcentage qui va varier. Puis, ce qui est le plus difficile, c'est de savoir le prix final, comment est-ce qu'ils vont le vendre, les fameux distributeurs. Fait que c'est là fait la poule dans le sens où il faut ouvrir le client. On ne sait pas avec quel distributeur il fait affaire. Une fois qu'on le sait, on peut l'amener au distributeur, dire hey, j'ai un nouveau client, mais tu ne peux pas promettre de prix parce que tu ne sais pas trop. D'où l'importance d'avoir un bon courtier. Je voulais en parler, c'était ma phrase clé aujourd'hui parce que tout ce que Christian vous a parlé, on l'a vécu avec lui, puis ça a quand même super bien été au niveau de la chaîne de calculer tout ça avec les rabais, tout ça, comme il expliquait. Ça reste un enjeu fondamental si on veut appliquer des rabais. Avec les frais de listing, il faut vraiment prendre le temps d'avoir un bon plan de match, un bon plan d'affaires, puis de gérer les attentes, là, savoir on veut vendre combien, puis on a-t-il les moyens d'aller dans ce marché-là. Si je poursuis avec nos clients encore, je parlais de GFS qui est un gros leader au Québec, même en Amérique du Nord. On est aussi rentré chez Collabor récemment, justement grâce à notre courtier Accor là, qui nous a. C'est pas parce que je ne trouvais pas à la porte, là, rassurez-vous, là, Collabor, c'est parce que, comme Christian disait, il faut aller chercher les clients en amont, puis après ça, les présenter. Puis c'est pas chose simple si on n'a pas fait nos devoirs avant de faire la proposition de valeur de nos produits. Aussi, on a Paral là, qui s'occupe de nous. Nous, Paral, il est dans notre cours, il est à Berthierville. Fait que c'est un match parfait avec nous pour distribuer dans le détail et le HRI. Exemple, on est dans les différentes crèmeries. Là où c'est intéressant et que c'est, pas dire stressant, mais il y a un enjeu qui vient dans votre liste de prix. C'est quand vous vendez à un distributeur qui fait du détail et qui fait du HRI. Moi, j'ai perdu un client à cause de ça parce que j'étais en sollicitation justement, puis ma structure était mal organisée. On a notre produit en vrac qui coûtait dans le fond un petit peu plus cher que mon format de détail. Alors que c'est l'inverse, dans 90% des cas ou quand même 100% des cas, c'est pas supposé. Le produit en vrac pour le HRI est toujours moins cher que le détail. Mais j'avais mal calculé mon affaire, fait que c'est une chose qu'il faut faire attention pour pas que j'ai fait cette erreur-là, que vous êtes obligé de la commettre. Donc, soyez vigilants parce que le client, je ne l'ai pas eu à cause de ça. Puis, il avait tout à fait raison là, de me challenger là-dessus. Si je poursuis avec nos distributeurs avec qui on fait affaire, il y a Hector Larrivée, lui qui était essentiellement dans les restaurants et les institutions.
Un autre client, des fois, je parlais là, de mélanger détail et HRI. Des fois, c'est par la localisation. Je donne l'exemple avec Ben Deshaies, qui est un partenaire de Collabore. Je l'avais déjà dans mon portefeuille de distributeur. Et puis, il nous distribue du détail et du HRI un peu partout, mais lui, c'est par couverture territoriale. Fait qu'il va vraiment au nord du Québec et au nord de l'Ontario. Il dessert un petit peu, là, que ce soit une garderie, un dépanneur, une fruiterie. Il va faire tous les endroits comme ça, nos clients, finalement. Puis, on a Caram Fruits et Légumes aussi, qui est plus régional là, dans notre secteur. Ensuite, je voulais parler un petit peu du marché. En fait, je n'ai pas de tête sur leur marché, mais je vais vous en parler parce que le marché du HRI, il est quand même assez vaste. Des fois, ça dépend du produit que vous avez. Nous, on s'entend qu'un beigne, autant qu'il y a des opportunités qu'il y a des contraintes, là, le marché, ça peut être vraiment autant, on pense souvent hôpitaux, centres de personnes âgées, les garderies, les écoles, mais tu sais, il y a des hôtels, il y a des traiteurs, des restaurants, des stations de ski, des zoos. Rendu là, même, ça peut être assez vaste. Il faut être quand même créatif, puis voir où est-ce que notre produit peut fitter, puis de trouver le bon format. Là, je vais revenir un petit peu plus loin pour les formats. Si je parle du produit, dans le fond, c'est notre beigne aux patates. Ça reste que c'est un produit qui est folklorique québécois, là, qui se mangeait principalement à Noël seulement. Nous, on l'a emmené sur une base pas dire quotidienne, mais qui se mange à l'année, comme un dessert de Noël qu'on a amené à être consommé tous les jours de l'année. Puis l'importance de notre produit, dans le fond, c'est les caractéristiques, c'est vraiment, on utilise des fournisseurs locaux, on utilise des vraies pommes de terre, on est maintenant vegan, on utilise, dans le fond, on privilégie la chaîne courte. C'est un peu le discours qu'il faut avoir. Fait que chaque valeur ajoutée qu'on a à l'intérieur de notre produit, c'est important de le véhiculer comme il faut à nos distributeurs, à nos clients, à notre courtier, évidemment, pour que tout le monde puisse avoir le même message. Si je viens au format, je parlais tantôt de détails et en fait, je reviens aux saveurs, excuse-moi, je me suis trompé. Dans les saveurs, on a simplement deux saveurs qu'on a déclinées pour les marchés pour éviter d'avoir trop de SKU. Pour que les produits rentrent en compétition l'un et l'autre. On aurait pu rentrer cannelle, sucre en poudre, rendu là, les beignes, on peut en faire toutes les saveurs. On s'est vraiment concentré sur deux saveurs là, qui est typiquement là, celui à l'érable et au miel, qui sont vraiment plus classiques, qui correspondent à peu près à 80% des demandes. Évidemment, on peut avoir la nature quand on a un enjeu aussi au niveau des valeurs nutritionnelles, mais c'est un produit qui est moins demandé. Donc, on se concentre vraiment sur nos deux saveurs essentielles. Ensuite, si on arrive, dans le fond, nous, on a fait un genre on appelle ça nos PDF, des fiches de technique. On trouve ça important que le client puisse savoir exactement les listes d'ingrédients, valeurs nutritionnelles pour chacun des produits, les formats disponibles aussi qui sont disponibles, faciles à commander. Des fois, c'est les codes sur les caisses, c'est toujours les mêmes codes, mais ils ont souvent des codes de distribution qui sont à part. Donc, il y a peut-être un enjeu à ce niveau-là. Il faut vérifier avec votre distributeur de quelle façon ils travaillent parce qu'ils ont souvent des codes internes qu'ils utilisent pour les commandes. Donc, ça peut créer des doublons, mais c'est important d'y penser. Nous, ça, c'est vraiment nos vracs qui sont en 4 et en 9 douzaines. Fait que pensez vos produits vraiment pour le type de client que vous cherchez à desservir. Nous, je compare avec la fiche après, qui est vraiment le produit qui est disponible en épicerie, en paquet de 6. C'est vraiment le format de détail, épicerie, dépanneur et compagnie. Fait qu'on a adapté notre format, évidemment, pour le type de marché qu'on cherchait convoiter. Si je peux me permettre, je vous ai parlé aussi, la prochaine slide, c'était ça, c'est le format une fois que le client ouvre, dans le fond, qu'il reçoit. Je trouve c'est important de le montrer en vrac. Et le format de détail qui a aussi sa fiche descriptive du produit, sa fiche technique, avec les recommandations, puis de mettre les valeurs ajoutées du produit bien en évidence, c'est toujours important. Celui-là, c'est à l'érable, puis on a aussi au miel. C'est nos anciens emballages parce que là, ils sont rendus maintenant éco-responsables. On a des petits emballages de carton qu'on a adaptés pour l'offre actuelle. Si je peux me permettre de faire du pouce sur ce que Christian disait tantôt par rapport dans le fond, aux nouveaux clients qu'on va solliciter.
c'est d'apprendre le langage. D'apprendre le langage dans ce marché-là, c'est un peu différent du détail. Tout ce qui est distribution aussi, faut faire attention pour ne pas répéter les mêmes erreurs, comme je l'ai dit tantôt, que j'avais faites. Puis prendre le temps de regarder là, le coût de venir chercher le matériel, le produit chez soi versus juste le pourcentage de distribution. Fait que les deux sont à négocier selon notre réalité. Et puis, j'avais aussi la structure, l'importance. Ben écoute, ça fait le tour de ce que j'avais à vous parler aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à vos questions puis que ma petite expérience dans ce domaine-là va pouvoir vous éclairer. Merci beaucoup, M. Arnois. C'est très précieux et les beignes sont bons en plus. On ne l'a pas dit, là, mais c'est très important. On avait une question d'abord pour Steve. Steve, comment on fait pour choisir le courtier qui va nous accompagner dans toutes ces démarches-là? Bien, en fait, la première chose que je vous dirais, c'est de prendre le temps de le rencontrer, puis de voir dans quel marché ils sont spécialisés. Et puis, le facteur humain va faire une grosse différence, à savoir si vous avez un bon fit, puis les canaux de communication. Privilégier d'une communication qui est, on va dire, mensuelle, mais quasiment, il faut être bien arrimé aussi faut qu'il y ait un bon fit au départ. Puis, c'est sûr que les courtiers, ce qu'on veut, comme je disais tantôt, c'est ses contacts, c'est la façon qu'il fait ses affaires. Puis, les relations qu'il entretient dans son réseau sont importantes. Fait que demander des références, c'est drôle parce que je ne sais pas si la personne est là aujourd'hui, mais on m'a demandé des références justement sur des distributeurs, des courtiers quand on a fait le salon de Collabore la semaine dernière. J'ai des amis ou des connaissances dans le réseau qui sont venus me demander justement, toi, pour quelle raison tu fais affaire avec tel distributeur ou tu ne fais plus affaire avec tel distributeur ou courtier. Fait que je pense que l'aspect humain puis la relation qu'on entretient avec ces gens-là est importante. Puis l'équipe aussi, c'est pas juste une question de prix. C'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. C'est surtout ça. C'est pas lui, il me charge moins de pourcentage. OK, mais tu as peut-être moins de services aussi ou il travaille plus dans l'ombre. C'est pas mal ça que je dirais. Là. On va faire un petit bout de chemin là-dessus. Monsieur Perrier, j'ai une question pour vous. J'en ai deux, en fait. Comment on fait pour vous trouver, en fait? Il y a peut-être des entreprises à l'écoute qui se demandent comment elles sont où, ces entreprises, ces courtiers, ils sont où? Comment on peut avoir, à part par recommandation personnelle, on vous trouve comment? D'un, on est un site web. Alors, la première chose, si vous faites une recherche sur les médias, vous allez les trouver. On est un site web qui est là disponible. Souvent, par l'entremise aussi du réseau de distribution, qui est une très bonne référence. Steve en parlait tantôt, d'appeler dans le réseau de distribution. Eux font affaire avec tous les courtiers à travers la province de Québec. Alors, c'est une façon assez simple. Ou des clients majeurs dans le réseau du Chéri, que ce soit dans des chaînes importantes, pour ne pas les nommer, là. Alors, des appeler. On fait affaire avec ces gens-là régulièrement, là. Alors, on est présent. Alors, c'est peut-être une façon d'aller se référencer. Et tout à l'heure, Steve nous mentionnait que c'est important de choisir. Vous, de votre côté, est-ce qu'il vous arrive de refuser un client justement pour des raisons de tout ça? Bien, en premier lieu, Steve l'a bien mentionné, puis Steve, on est partenaires ensemble, puis il va rire, mais la prémisse première, Steve en a fait mention tantôt, c'est les valeurs d'organisation, ça n'a rien à voir avec le jugement. C'est hyper important. Pour nous, les valeurs, on fait mention de l'honnêteté, transparence. C'est hyper important parce que dans ce projet-là, quand on part un projet, surtout quand c'est le développement de nouvelles marques, au nouveau positionnement au Chéri, moi, je dis tout le temps la blague aux gens, on va aller au party en équipe, mais il faut aller à la guerre en équipe avant. Alors, c'est un mandat qui va demander beaucoup d'efforts. Alors, il faut conjointement se supporter à l'intérieur de ça. L'autre chose importante, j'en ai fait mention dans la présentation, c'est de s'assurer que le fournisseur comprenne bien tout ce qui est la démarche d'aller développer au HRI. Alors, encore une fois, c'est la théorie du petit pas. Il faut s'assurer que le fournisseur, c'est clair dans sa tête. Et évidemment, à l'intérieur de ça, qu'il y ait la patience d'au moins de se donner du temps dans le développement. C'est hyper important lorsqu'on développe un partenariat, on choisit. Je peux me permettre de faire
Oui, faire vas-y. juste faire du pouce sur ce que Christian dit parce que c'est intéressant au niveau du temps à donner. Je suis sûr que demain matin, si les 37 participants ou les 40, en tout cas, ils t'appellent demain pour avoir tout un mandat de représentation, je ne pense pas que tu puisses avoir le temps de représenter 38 nouvelles entreprises d'un coup. Puis c'est normal, tu sais. Puis ça m'est déjà arrivé justement de solliciter un courtier. C'était pas dans le HRI, on parle du détail, de solliciter les services d'un courtier. Puis il m'a dit, on a regardé ça, on trouve ça intéressant, tout ça, mais présentement, on vient d'accepter 2 nouveaux clients, puis le timing n'est pas bon, puis ça serait mal vous servir. Que, tu sais, j'ai apprécié la transparence puis l'honnêteté de dire, si je te prends comme client, je n'aurai pas le temps de m'occuper de toi, tu vas payer dans le vide, ton retour sur l'investissement ne sera pas bon. Donc, tu sais, peut-être plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Fait que j'écoute, ben merci beaucoup, puis on va se reprendre sur une autre chose. Fait que oui, ça peut arriver qu'un courtier vous refuse pour pour rapper ce que tu disais. Si je peux juste faire ajouter un commentaire, c'est aussi par rapport aux synergies des marques. Alors, c'est hyper important, on présente plusieurs marques. Alors, il faut s'assurer dans la synergie des marques, évidemment, il y a un bon fit. La raison est bien simple, parce qu'on va cibler le même créneau de clients. Et au point de Steve tantôt, si on refuse un fournisseur, au-delà des points que j'ai emmenés tantôt, c'est qu'on n'a effectivement pas de place dans notre plateforme pour supporter et respecter le plan d'affaires. Alors, à ce moment-là, on aime mieux, pour ne pas perdre la crédibilité de l'organisation, de dire malheureusement, actuellement, on n'est pas capable de prendre ce mandat-là. Lorsqu'on le prend, c'est parce qu'on est capable de le livrer. Alors, à ce moment-là, c'est là que l'engagement se fait puis le partenariat est développé. Un peu comme un agent d'artiste. Hein? Vous devez croire en votre produit et vouloir le pousser davantage. Oui, parce que si on embarque dans ce projet-là, puis vous amenez un bon commentaire dans ce projet-là, fournisseur, de choisir un partenaire. Et c'est un investissement aussi pour le courtier, parce que demain matin, il va venir nous chercher pour notre réseautage et nos contacts. Alors, évidemment, nous, il faut quand même être convaincus de ça que, il y a un potentiel dans le développement de cette marque-là, et on va passer à une vitesse 2 dans le développement aussi de cette marque-là. Parce qu'au début, d'un côté comme de l'autre, on va être dans un mode d'investissement tous les deux. Alors, nous, on essaie de s'assurer, le courtier, d'être capable de couvrir nos frais fixes en arrière de ça. Des fois, la première année, on ne le fait pas. Et là, c'est un partenariat commun où on se fait confiance, puis on embarque dans le même party ensemble. Et puis, on s'assure à l'intérieur de ça que dans l'année 2, dans les deux côtés, on peut retrouver notre retour sur l'investissement. Je vais me permettre un commentaire aussi. Je vais continuer. On continue. Ce que tu dis, Christian, parce que c'est intéressant. Mais si on veut avoir un retour sur investissement le plus rapide possible, prenez le temps de faire de la formation autant chez votre courtier pour former les représentants que chez les distributeurs pour former leurs représentants à eux. Ça fait toute la différence au monde. Oui. On l'a vécu justement au Salon Collabore la semaine dernière. Là, Christian, j'ai vu plein de monde, dans le fond, que je ne connaissais pas du tout, des représentants de chez Collabore. On est nouveau, là, fait qu'ils ne nous connaissent pas, ils ne connaissent pas le produit. Puis les représentants disent « Ah, je ne savais pas que vous étiez listé chez nous. » Ben oui, goûtez-y. Là, c'est là que tu fais toutes les valeurs ajoutées, tu rentres, mais il faut que ton message soit rodé puis soit clair. Puis il ne faut pas t'étaler tout ton historique. Il faut les messages clairs aux représentants pour qu'eux autres ils enregistrent ça pour aller partager à leurs clients après. Mais l'importance du maillage dans ces salons-là, elle est fondamentale. Donc, faire un investissement de temps, il est rentable là, pour atteindre les objectifs plus rapidement. Vraiment, vraiment intéressant de vous entendre. Ça, on paierait là, pour entendre ce type de témoignage-là. D'ailleurs, c'est à quoi servent les midi snacks qui sont là, de retour mois après mois dans cette formule virtuelle. Je vous remercie beaucoup, messieurs, Monsieur Perrier, Monsieur Arnois, de votre générosité aujourd'hui. On a vraiment aimé ça. Merci beaucoup, Sam. On vous remercie. Je vous rappelle que l'enregistrement sera disponible dès aujourd'hui sur le site du RTCBQ, donc rtcbq.com. Et afin de nous aider à demeurer pertinents avec le contenu que l'on vous propose dans cette série-là, nous vous remercions d'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui vous sera acheminé. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, c'est le 8 octobre prochain. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très agréable journée. Nous vous disons à bientôt, tout simplement. À bientôt.